Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans l'émission Uptalk Interview, l'émission dans laquelle je discute avec des auto-entrepreneurs dans leur parcours, leurs projets, etc., dans des sujets aussi sociétaux. Et aujourd'hui je retrouve David du coup de MetaLearn. Enchanté David. Enchanté Kenza, tu vas bien? Merci à toi d'être venu. C'est un plaisir. Du coup je te propose de te présenter, savoir qui tu es. David Climporte, j'ai 47 ans. J'ai un profil d'entrepreneur en série, ça fait déjà 25 ans que je suis entrepreneur. Donc en gros, je suis sorti de la fac et tout de suite, j'ai créé ma première société. Là maintenant, celle-ci, il faut que je tienne le compte, c'est la 6e. Ah ouais. Avec un projet tout nouveau cette fois et un peu plus complexe que ce qu'on a l'habitude de faire parce que normalement, je gère des profils de société qui sont plus des TPE. Que ce soit une petite boîte de communication ou du e-commerce. Et là, par contre, on se lance dans les nouvelles technologies, et plus spécialement les EdTech, donc les nouvelles technologies liées aux sciences de l'éducation. Et on travaille sur le projet MetaLearn, qui est un projet qui a été, qui a commencé à germer dans nos têtes pendant le Covid. Ok. Donc pour reprendre un peu l'historique du projet, j'ai 3 enfants, 2 qui étaient scolarisés pendant le Covid, ou plutôt qui se sont retrouvés déscolarisés pendant le Covid, comme la plupart. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés coupés du système scolaire, mais aussi de leurs interactions avec leurs amis. Et ça a été une période un peu compliquée pour eux. Donc pour maintenir la continuité scolaire, j'ai fait comme tout le monde, je me suis connecté tant bien que mal au bout de 2 semaines sur la plateforme du gouvernement parce qu'elle était en pleine saturation et j'ai eu la grande joie de découvrir que sur cette plateforme je pouvais télécharger quelques PDF pour m'aider à gérer les cours de mes enfants. Je me suis dit on est en 2020, il y a peut-être mieux à faire. Et c'est de là qu'on a commencé à réfléchir à comment proposer une solution qui puisse permettre, alors que dans un contexte comme le Covid, ou même hors Covid, de pouvoir maintenir en distanciel un suivi de la scolarité ou d'une formation en général, comme si on était en présentiel. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, il n'y avait pas les visios, parce que je sais que moi, par exemple, en études sup, on faisait des 8h, 18h en visio. Et pour tes enfants, du coup, c'était pas le cas, c'était seulement... Non. Alors, il n'y avait vraiment rien de mis en place. Moi, tout de suite, j'ai créé, parce qu'à l'époque, je me suis débrouillé avec ce que j'avais, je leur ai créé un petit Discord où la classe s'est retrouvée. Ah oui, sympa. Et là, ils ont pu maintenir le contact. Mais donc, on a utilisé un outil qui était déjà existant, qui n'était pas du tout fourni par l'Éducation nationale. C'était vraiment en parallèle. Et ça leur a permis de continuer à échanger. Ok, d'accord, c'est sympa. Et de ce fait, c'est quoi ton parcours, que ce soit parcours de tes différents business, du coup, parce que tu as eu plusieurs entreprises, et c'est toujours intéressant de savoir, sachant que 25 ans d'entrepreneuriat, et aussi ton parcours scolaire, comment t'en es venu là, parce que tu parlais de fac tout à l'heure. Voilà. Tout à fait. Donc moi, à la base, je suis diplômé en management. Ok. Donc pas du tout spécialement dans les nouvelles technologies. Sur ma dernière année de management, j'ai trouvé mon premier client qui était en fait un de mes profs. Donc du coup, dans la foulée, en même temps que ma maîtrise, parce qu'à l'époque c'était encore des maîtrises, j'ai ouvert ma première société. Et en fait, on faisait de l'audiovisuel et on créait donc de la méthode pédagogique sur des supports comme le DVD. Donc on a travaillé pour l'île 2, pour le CDOS, le comité départemental olympique. On leur créait des supports en définitive pour de la formation en vidéo. Ok, d'accord. Alors ça, c'est une boîte qui a été créée tout début 2000, que j'ai gardée jusque 2008. 2008, donc c'est de l'édition audiovisuelle, comme beaucoup d'éditeurs. Mon catalogue, j'ai eu une proposition, il a été racheté par un autre éditeur un peu plus gros. Et en parallèle, donc en 2005, j'avais déjà ouvert une autre société qui était une boîte de communication plus traditionnelle, audiovisuelle, qui faisait de la vidéo corporate, qui très vite s'est mis à faire de la communication multicanale et qui s'est même un peu transformée en SS2I, comme on les appelait à l'époque. Ok. Ça a duré, donc cette boîte-là a duré de 2005 à 2018. Et en parallèle, toujours, début 2010, j'ai ouvert plusieurs petits e-commerce, dont un qui tourne encore là, toujours maintenant. Et on arrive justement à 2020 où on a commencé à avoir l'idée de MetaLearn. Et donc c'est une idée qui a germé longtemps, parce que c'est un projet qui est quand même assez complexe, assez lourd. Et la boîte existe officiellement depuis décembre 2023. Ok. Quand tu dis on, c'est parce que du coup, tu travailles avec les mêmes personnes Effectivement, on est 3 associés sur MetaLearn. Donc c'est les 2 autres associés sont des associés que j'ai récupérés
que je connais depuis longtemps, hein, sur lesquels on avait déjà travaillé sur des projets précédents. Le CTO de la société, ça fait déjà 15 ans qu'on travaille ensemble sur d'autres projets. Et Baptiste, qui est responsable de toute la partie marketing, ça fait déjà aussi une dizaine d'années qu'on travaille ensemble régulièrement sur donc sur c'est des vraiment projets. une grosse équipe Voilà, c'est une équipe qui se connaît sont bien dans et qui a l'immeuble, on va l'habitude dire. de travailler ensemble. Du coup, comment ça marche Metalearn? Donc Metalearn, donc c'est toujours un peu compliqué à expliquer parce que c'est vraiment ce que j'appelle une technologie de rupture. Notre but, c'est vraiment de changer un peu les habitudes et les façons d'utiliser les solutions en distanciel, parce qu'il y a déjà des solutions qui existent, mais on voulait amener quelque chose de vraiment nouveau, aussi bien dans la forme que sur le fond. Alors je vais expliquer un peu la différence. Pour moi, c'est que sur la forme, on a une interface qui fait très jeu vidéo, hein. On déplace un petit avatar dans un monde, on a l'impression d'être dans un Zelda ou quelque chose de ce type. Et depuis cet espace, on va pouvoir avoir des interactions directes avec les autres personnes présentes dans les espaces. On va pouvoir échanger, travailler collaborativement, faire des visioconférences, créer des instances de classe. Donc le but, c'est vraiment le concept du métaverse comme l'a posé un peu Facebook sur le papier. Sauf que dans les faits, tout le monde en revient de la proposition de Facebook parce que elle est coûteuse déjà à déployer. Technologiquement, c'est compliqué à créer. C'est effectivement, à mon sens, une technologie d'avenir, mais pas du tout pour tout de suite. C'est-à-dire que là, il faut des moyens. Les solutions proposées à l'intérieur sont encore un peu gadget. Il y a des bases, mais on n'est pas encore à quelque chose de très efficace. Et nous, ce qu'on voulait, c'était reprendre un peu ces fondamentaux, mais avoir une technologie qui soit exploitable tout de suite, qui soit complète et surtout qui soit accessible. Donc notre objectif, c'était d'avoir une techno qui puisse être utilisée sur un ordinateur portable, même de petite puissance, ou sur une tablette, ou même sur un smartphone. Ah oui, donc on peut utiliser en même temps sur un smartphone. Ouais, ça tourne sur tout. En fait, alors pour faire simple, pour que ça puisse fonctionner sur tout, on l'a fait tourner sur navigateur. Donc il n'y a pas besoin d'installation, il n'y a pas besoin de matériel spécifique, il suffit d'avoir... juste Internet. Voilà, juste Internet. Et un moteur de recherche. Exactement. Du coup, tu as différents clients. Est-ce que ils te demandent des graphismes différents, des interfaces différentes? Alors effectivement, c'est une solution qui est 100% personnalisable. C'était un peu le concept. Donc autant au niveau du style, hein, parce qu'il y a une partie qu'on va emprunter aux jeux vidéo qui est vraiment une partie game design, où on va concevoir des maps, on va concevoir des interactions dans ces maps. Et là, effectivement, le but, c'est de pouvoir créer des maps qui soient vraiment à l'identité visuelle de nos clients. Donc pour toujours rester très léger, on est vraiment sur une interface graphique en 2D et nous on travaille avec du vectoriel, donc une techno qui n'est pas nouvelle du tout, mais qui nous permet d'avoir des rendus qui sont ultra légers sur navigateur. Et après, donc ça c'est vraiment visuellement. Au niveau du contenu, effectivement, on va adapter le contenu en fonction des besoins de chaque client. Parce que tout à l'heure, je parlais un peu du fond et de la forme. C'est ça l'idée, c'est qu'on essaie aussi, dans notre approche, on est un peu à l'opposé de ce qui se fait sur le marché. C'est-à-dire qu'on ne veut pas à tout prix se connecter à tous les services SaaS possibles qui existent sur la planète. On ne veut pas se connecter à Google, on ne veut pas se connecter à Slack, on ne veut pas non plus se connecter à Facebook et aux autres. L'idée, justement, c'est de apprendre aussi à nos clients à avoir les bonnes pratiques avec leurs données. Donc notre objectif, c'est vraiment de déployer un écosystème complet et interconnecté. Donc pour ça, on va utiliser des briques technologiques qui existent déjà. Ça ne sert à rien de réinventer la roue, il y a des très bonnes solutions. Mais donc dans nos espaces, on va pouvoir accéder directement à des outils de travail collaboratif et travailler avec ces collaborateurs directement. On va pouvoir créer des instances de classe pour des élèves et leur partager des sources directement. Le but, c'était vraiment de trouver un écosystème complet et qu'il n'y ait pas besoin d'en sortir pour travailler. Je m'explique, c'est qu'en général, quand on est devant son ordinateur, on a un premier onglet, on travaille dessus, puis on se connecte sur un deuxième onglet, puis de là, on doit s'identifier sur une autre solution, rentrer dans cette solution si on se souvient de son mot de passe, puis on va très vite ouvrir un troisième onglet pour aller chercher un autre service dont on a besoin, et à la fin, on a 22 onglets ouverts, 22 connexions différentes. Nous, le principe, c'est qu'on a un hub central, ces maps qui ressemblent un peu à un jeu vidéo, et de là, on a une authentification unique, ce qui fait qu'au moment où on est
rentrer dans le système, donc dans ces espaces, on va s'authentifier sur tous les autres systèmes qui sont satellites au principal, donc les autres briques technologiques qui sont liées, et qu'on a déployées nous-mêmes. Donc ce que ça veut dire, c'est que la plupart du temps, encore maintenant, parce que je suis dans un écosystème de start-up, je vois que la plupart des sociétés vont utiliser Google Drive, vont utiliser ChatGPT ou Gemini, vont utiliser Slack, vont utiliser des Dropbox, donc plein de services externes qui sont des très bons services que j'utilise moi-même à titre personnel. Mais en tout cas, je n'irai pas confier mes données sensibles à ces services. Oui. Ça, c'est ma position. D'accord, ok. Et le but, c'était de montrer qu'il existe des vraies alternatives à tout ça. Alors, étonnamment, ça fait maintenant 1 an et demi que je prêche un peu la bonne parole dans ce sens-là, je me rends compte que ces services sont quasiment inconnus. C'est-à-dire que dans la tête de tout le monde, il y a Google Drive et il y a Microsoft. Point. On a ces 2 services-là. Alors qu'en fait, non, il y a déjà une autre brique open source qui existe, qui s'appelle Nextcloud, qui vaut carrément ces 2 services-là. La seule différence, c'est qu'on peut la déployer nous-mêmes. On va la mettre sur des serveurs, on peut dire où sont ces serveurs. Ils vont être chez OVH à Gravelines. On peut localiser la donnée, on peut maîtriser la donnée, et on sait qu'on n'a aucune fuite de données. Okay. Alors certes, quand on fait un deal avec Google, même si on est un grand du retail, en théorie, on a un contrat qui dit qu'ils ne vont pas utiliser ces données. C'est bien, on a un contrat. Est-ce que dans les faits, ils utilisent ou pas, on ne le saura jamais. Moi, ma position, c'est que tant qu'à faire ces données, je préfère qu'elles restent chez nous. Je n'ai pas envie qu'elles alimentent des systèmes externes. Surtout que la plupart du temps, ces systèmes sont hors France, même hors Europe, qu'il y a une course qui est en train d'être lancée, tout le monde le voit, et que si on continue à alimenter toute la planète avec nos datas, à la fin, on sera un peu les derniers dans cette course. Oui. Nous, notre position, c'est vraiment de ramener tout ça chez nous, donc toutes ces datas, toute cette maîtrise, au travers d'un petit système ludique. Donc, je parlais de Nextcloud tout à l'heure, parce que quand on parle d'open source, souvent les gens se disent que ça a encore un côté gadget ou que ça ne vaut pas les vrais services type Microsoft. Je vais prendre le cas de Nextcloud. Nextcloud, c'est ce qui est... Alors c'est simple, le ministère de l'Intérieur se posait la même question. On a des datas, est-ce qu'on peut les laisser à Google ou à Microsoft ? Non, on ne peut pas, non. On est le ministère de l'Intérieur. C'est ce qu'ils ont déployé en interne, donc eux utilisent justement Nextcloud. Ah, ok. Je vais prendre d'autres exemples, parce que par exemple, pour la communication, il y a pas mal de sociétés qui ont tendance à utiliser Slack. C'est bien, c'est un super bon service. Sauf que Slack connaît des informations sensibles et la vie de quasiment toutes les sociétés qui sont dedans. En tout cas, les datas, elles y sont. Okay. Et puis, il y a d'autres gros désavantages. Donc, par exemple, je vais prendre Slack, c'est que si on n'a pas un super méga forfait, non seulement les datas sont dedans, eux les gardent, mais nous, au bout de 3 ou 6 mois, on va les perdre. C'est-à-dire qu'on n'a plus accès au feed en plus. Pareil, il existe d'autres solutions. Donc, il y en a plusieurs, mais je vais citer celle que nous, on utilise, qui s'appelle Mattermost, qui est vraiment, si tu les mets l'un à côté de l'autre, c'est un Slack-like. C'est-à-dire que tu ne vas pas en plus changer tes habitudes pour réapprendre un autre logiciel. Ce sont vraiment quasiment 2 clones avec les mêmes applicatifs. La différence, c'est qu'il y en a un qui est en distanciel, que tu ne maîtrises pas, alors que l'autre, c'est de l'open source et tu peux le déployer sur tes serveurs et donc maîtriser totalement le contenu qui va être dedans. Okay. Donc pareil, pour crédibiliser un peu Mattermost, c'est la solution qui est utilisée par l'US Air Force, c'est la solution qui est utilisée par la NASA. Donc c'est pas non plus du gadget, c'est une vraie solution. À côté de ça, on a aussi d'autres grosses briques technologiques. Donc une des dernières qui est un peu un des fondamentaux pour nous, c'est la visioconférence. Et donc là, tout le monde a tendance à utiliser Teams ou Zoom, encore 2 services externes. Nous, on va préférer Big Blue Bottom. Donc c'est une solution visioconférence qui est quasiment totalement inconnue en France, qui est très peu déployée en France. Pourtant, c'est une solution vraiment de haut niveau, c'est-à-dire qu'elle a été pensée, déjà elle est entretenue par une communauté énorme sur toute la planète, et surtout elle a été pensée dans le cadre de la formation, donc elle amène en plus des outils qui n'ont même pas été intégrés sur les solutions que j'ai citées avant. Et donc Big Blue Bottom, c'est pareil, on va pouvoir le déployer, et du coup on va maîtriser intégralement nos visioconférences. Ok, d'accord. Moi je ne connaissais pas toutes... En gros, l'idée, c'est de montrer qu'il est possible de se déployer pour qu'on soit un grand groupe, parce que j'étais encore hier sur une présentation d'un grand groupe que je ne citerai pas et qui a ouvertement annoncé que 80% de ses data est chez Google et que même pour leurs entraînements IA, c'est Gemini qu'ils utilisent. Ouais.
Et pour les petits, c'est à peu près la même problématique. Je suis dans un écosystème de start-up. Alors les start-up, je trouve que ça se pardonne beaucoup plus facilement que sur les grands groupes parce que eux ont les moyens de réfléchir c'est ce que à tout j'allais ça et dire. trouver d'autres solutions. Les startups n'ont pas forcément les moyens de pouvoir avoir tous ces outils en application. N'ont pas forcément les moyens, n'ont pas forcément les connaissances pour tout ça. Mais en définitive, le gérer soi-même, ça coûte pas forcément plus cher. Je dirais même à terme, je vais prendre l'exemple de Slack et Mattermost. Entre les deux, choisir de gérer soi-même sa data, ça coûtera moins cher. Certes, il y a un coût de déploiement, on va installer le système, on va le mettre sur un serveur, donc le ticket d'entrée il sera au-dessus. Par contre, une fois que c'est déployé, c'est juste l'hébergement de la data en général qui lui coûte quasiment plus rien. Alors qu'avec des offres comme Slack, on va payer à l'utilisateur. Oui. Donc effectivement, sur le démarrage, ça coûtera peut-être un petit peu plus cher, mais très rapidement, on va s'y retrouver. Et non seulement on va s'y retrouver financièrement, mais en plus, pour le coup, on saura précisément ce qui est fait avec la data et surtout ce qui n'est pas fait avec la data. Ouais, c'est un investissement sur le long terme, du coup. Exactement. C'est cher sur le début, mais finalement, après, ça reste la même, quoi. On y gagne très rapidement, ouais. Ok, je vois. Je propose de faire une démo, du coup, voir comment fonctionne, en fait, Metalearn, finalement. Alors, bienvenue dans la présentation de nos bureaux en ligne. Donc là, tu viens d'arriver dans un de nos espaces, les bureaux en ligne de Metalearn. Donc, ça nous sert à travailler au quotidien. On développe aussi le système depuis le système, c'est-à-dire qu'on est dans nos bureaux en train de travailler au développement du système. Ça nous permet surtout de travailler très facilement avec notre troisième associé, qui n'est pas du tout sur l'île, mais qui est sur Grenoble, qui est celui qui est en réunion d'ailleurs dans l'entrée qu'on va croiser après et derrière, et qui du coup arrive à travailler avec nous et même à être en contact avec Eura Technologies depuis le système. Comme tu peux le voir, on ressemble effectivement à un jeu vidéo 2D classique. La grande différence, ça va être au niveau des fonctionnalités. Puisque tu vas arriver dans des bureaux dans lesquels tu vas avoir accès à des zones de travail. Par exemple, là, en haut, j'ai un collègue en train de travailler à ses bureaux. Tu vas pouvoir avoir accès directement, sans action spéciale, à de la visioconférence. Là, par exemple, je vais lancer le fameux Big Blue Bottom dont on parlait tout à l'heure. Bon, on est seul dans la visioconférence, donc ça a peu d'intérêt, mais on pourrait être une trentaine, ça pose aucun problème. Au niveau des technologies, on a aussi ce qu'on appelle le direct call, c'est-à-dire que si je me dirige vers mon collègue qui est là-haut, on ne va pas aller le déranger parce qu'il a le petit orange qui dit qu'il est occupé. Si je me dirige vers lui, on va automatiquement ouvrir une visioconférence entre nous deux, direct. Mais cette fois avec une techno qui existe depuis longtemps aussi, avec ce qu'on appelle du peer-to-peer. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser la puissance des serveurs, c'est vraiment le réseau de chacun qui va nous permettre de faire un partage. Dans nos bureaux, l'idée, c'est qu'on intègre de nombreux outils, que tu n'aies pas besoin de sortir, par exemple, pour faire du travail collaboratif. Donc, on va utiliser, entre autres, par exemple, Nextcloud, ici, qui va nous permettre de gérer l'ensemble de nos dossiers de travail. Alors, le réseau est un peu lent, désolé. Donc là, on va retrouver tous nos dossiers dans lesquels on travaille. On va pouvoir mettre dedans tout ce qu'il y a de plus classique, de la vidéo, de la photo, du document Office. Et on va pouvoir travailler en ligne aussi directement avec les autres utilisateurs, donc sur un tableur ou sur d'autres fichiers. On va pouvoir gérer les feeds de discussion en interne, on va pouvoir gérer ses mails, les contacts, l'agenda, de la prise de notes. Le deck, c'est à peu près ce qu'on aurait l'équivalent de Trello, donc d'un Kanban. Créer des formulaires, donc sur Typeform par exemple. Et on a encore là d'autres feeds de discussion, mais ceux-là sont réservés à la tech. Alors comme j'expliquais avant, vraiment l'idée c'est de recréer un espace dans lequel on puisse travailler et évoluer facilement. On s'est vite rendu compte que le plus simple, en définitive, pour que ce soit fonctionnel, c'est quasiment de reproduire la réalité. C'est-à-dire que je m'explique, je me balade dans un couloir, si j'ai l'autorisation d'ouvrir cette porte, je vais pouvoir l'ouvrir. Là, par exemple, je suis connecté, je suis identifié, je peux ouvrir cette porte, je peux refermer cette porte. Si j'ai pas les droits ou si je suis pas identifié, cette porte est juste verrouillée, j'ai pas la clé. Donc ça, c'est les systèmes simples. Donc ça a l'avantage, par exemple, de me permettre de l'ouvrir et de faire rentrer tous les autres utilisateurs. Une fois qu'ils sont rentrés, je peux refermer la porte. Mais on a aussi des sécurités qui vont au-dessus. Par exemple, ici, là, il y a un espace vide, mais si je me déconnecte, on verra qu'il y a une porte à cet endroit. C'est ce qu'on appelle nos portes quantiques. Si j'ai les droits de passer cette porte, elle n'existe pas. Je peux aller directement dans l'endroit. Si je n'ai pas les droits pour passer cette porte,
elle est physiquement devant moi, il n'y a aucun moyen de la franchir. Okay. Dans nos espaces, on va aussi intégrer de l'IA. Donc pareil, toujours avec la même logique, c'est-à-dire que ce petit modèle-là n'est pas connecté à ChatGPT, c'est un petit modèle qu'on a entraîné chez nous. Et comme on va toujours privilégier le français, on travaille avec le Mistral sur ce modèle, donc le petit modèle, le 7 milliards de paramètres, qui est génial pour faire ce genre de travail, donc des petits chatbots en général. Il n'est pas gourmand, il est facile à entraîner et il donne de très bons résultats. Puis après, il y a toute la galaxie de services qu'on va pouvoir déployer autour. Donc, par exemple, si on voit sur ma barre des tâches ici en bas, j'ai donc Nextcloud, qui va être l'équivalent de Dropbox ou d'une suite Office ou de Google Drive. Mais j'ai aussi le WordPress qui va me permettre d'administrer tout le front de notre site web directement depuis l'espace. Et j'ai même aussi ici une autre brique dont je n'ai pas encore parlé qui s'appelle Odoo. C'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes, quand on démarre, on est concentré sur notre projet. Je prends le cas des startups, surtout pour ceux qui sont sur leur première création, ils sont concentrés sur leur projet. Et au moment où ils avancent, ils se rendent compte que, en définitive, ils ont besoin d'une galaxie de services autour pour pouvoir avancer sur ce projet. Et un des premiers dont on a besoin, ça va être tout ce qui va être CRM et ERP. Tout ce qui va permettre de gérer sa comptabilité, sa facturation, son pipe de prospects ou même toute la partie RH, donc les bulletins de paie et le reste. Pour ça, nous, on a choisi donc aussi une brique open source qui est Odoo, qu'on a intégré directement dans le système et qui va me permettre, donc, en allant à mon bureau, de gérer toute la partie administrative de notre société, par exemple. On va avoir des petites fonctionnalités, comme par exemple la sonnette. Alors là, je ne vais pas sonner parce que j'ai forcément un collègue qui va venir voir ce qui se passe. Parce que si je sonne, ça va sonner dans nos bureaux, donc les collègues présents vont l'entendre. Mais je serai aussi notifié sur mon téléphone. Comme ça, s'il n'y a personne de présent dans les bureaux, on est quand même notifié qu'effectivement quelqu'un veut nous contacter dans nos bureaux en ligne. Et on peut se connecter, puisque c'est accessible depuis un mobile. J'ai juste à cliquer et je peux me connecter. Du coup, tout à l'heure, tu disais que MetaLearn, c'est venu au moment du Covid. Est-ce que pour toi, le Covid a changé la manière de travailler, que ce soit pour les écoles ou les entreprises ? Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a un gros changement de paradigme depuis le Covid, aussi bien sur ce qui est accepté ou pas de la part de tout le monde, sur les conditions de travail, mais aussi sur la façon de travailler. Le télétravail, c'est de plus en plus installé depuis le Covid. Alors certains en reviennent, d'autres l'adoptent, c'est toujours en discussion. Nous, on s'est positionné justement pour proposer une alternative pour permettre cette souplesse dans le télétravail, aussi bien que dans la formation. C'est-à-dire que là, on a par exemple déjà eu un cas pratique cette année dans un centre de formation, donc c'était début d'année en janvier, trop de neige, le centre est plus accessible. Du soir, ils ont envoyé un texto à tout le monde pour leur dire demain matin, c'est pas dans les classes réelles, c'est dans les classes virtuelles. Et le lendemain matin, tout le monde a basculé dans le système. C'est génial ça. On a pas mal aussi, avec cette technologie, de bonnes surprises, c'est-à-dire qu'il y a des cas d'utilisation auxquels nous, on n'avait pas forcément pensé dès le début. Je reprends toujours le cas d'un centre de formation qui a décidé d'accepter et d'ouvrir une classe un peu spéciale pour les enfants en phobie scolaire, c'est-à-dire qui ont envie d'être scolarisés, qui ont envie d'étudier, mais qui sont en pris de panique dès qu'ils sont en face des institutions. Ce centre de formation-là, qui jusque-là ne pouvait pas scolariser ses élèves, a décidé de les accepter. Donc c'est la première année où ils le font, et là c'est une classe test, mais ils ont donc une dizaine d'élèves qui suivent leurs cours en virtuel, qui sont des élèves en phobie scolaire, et qui suivent les cours en distanciel avec la partie de la classe qui, elle, est en présentiel. Donc c'est vraiment une classe hybride pour le coup. Ça, c'est génial. Ça permet un peu, ça revient un peu sur la question de l'inclusion. Exactement. Sachant que ça s'est énormément développé malheureusement, les phobies scolaires, etc. Donc c'est sympa, quoi. Ça permet... C'est une alternative. Puis même, je pense que de leur côté, ça permet... de franchir un peu ce cap et pouvoir avancer aussi, et peut-être après redevenir en fait dans des classes entre grosses guillemets normales, on va dire. C'est ce qu'on leur souhaite. Oui, totalement. Oui, franchement, ouais. Et est-ce que dans tes anciennes, parce que tu as quand même encore des entreprises qui sont actives, mais est-ce que avant le Covid, avec tes différentes entreprises, tu as déjà eu la question de télétravail ? Il y a eu déjà cette question avant MetaLearn, on va dire. Avant MetaLearn, non, quasiment pas. Rien du tout. Non, la plupart du temps, avant MetaLearn, ce qui prenait le gros de mon temps, c'était le e-commerce. Donc c'est un modèle classique sur lequel il y avait le e-commerce et aussi de la boutique physique. Et effectivement, on était 100% en présentiel.
Ok. Tu as différentes entreprises, comme je disais précédemment. Est-ce que tu as procédé de la même manière au niveau de la création, au niveau de la gestion, que ce soit d'un point de vue organisationnel ou d'un point de vue marketing? Est-ce qu'il y a plusieurs différences où tu as marché de la même manière? Est-ce qu'il y a eu des tendances différentes? Toute cette partie, quoi. Alors, réellement, c'est totalement différent. Je suis vraiment sorti de ma zone de confort avec MetaLearn. D'habitude, je travaille sur des modèles de société qui ont des développements assez rapides, c'est-à-dire que on va travailler entre 1 à 6 mois pour lancer une société et au bout de 6 mois, elle est fonctionnelle et elle commence déjà à avoir de la rentabilité. Donc des modèles type e-commerce, des boutiques, des boîtes de communication, voilà. Des modèles plus simples à rentabiliser. MetaLearn, quand on s'est lancé dedans, on savait qu'effectivement, on n'était que 3 sur un projet qui est un mastodonte. Et en plus, c'était pas forcément les tech ou les nouvelles technologies en général. C'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrisait, l'environnement des startups. D'ailleurs, je suis complètement toujours maintenant paumé avec le jargon utilisé en général dans les startups. Donc on a décidé très vite d'aller se faire accompagner par Euratechnologies parce qu'on sentait que c'était quelque chose qui dépassait un peu notre domaine de compétences classiques. Donc notre expérience, elle a joué, parce qu'effectivement, on sait déjà comment driver une société, mais on était sur un marché totalement nouveau, avec une technologie totalement nouvelle. Et donc effectivement, on s'est fait incuber par Euratechnologies dès la création de la société. Donc on était sur la promo d'octobre 2023, on y est depuis. Et surtout en parallèle, on a eu une très grande chance, c'est-à-dire qu'on a présenté notre technologie à OVH, qui est donc un acteur majoritaire de l'hébergement. Et ils ont été fans tout de suite, donc ils nous ont fait rentrer dans leur programme partenaire. Et depuis 1 an, on est arrivé vraiment tout en haut du programme partenaire qu'on a fini d'ailleurs. Et ils nous ont permis, donc il y a eu un vrai accompagnement aussi de OVH, qui nous a permis de vraiment tester tout ça. C'est-à-dire que en termes d'infrastructure, réseau, il y avait beaucoup de choses à faire. C'était très coûteux et je pense que sans eux, on n'aurait pas réussi à arriver aussi rapidement à ce résultat. Ok. Et vu que c'est une solution de niche, un peu, je veux dire ton activité du moins, j'avais un peu posé la question à Marc de Vrai Learning, mais comment tu as réussi à mettre en avant, finalement, à démocratiser en fait la plateforme MetaLearn, montrer un peu la fiabilité, la crédibilité, que les gens ne soient pas réticents, comme tu disais tout à l'heure, avec les données collectées, etc. Comment t'as procédé sur ce point-là? On est toujours en train de prêcher et c'est réellement ce que je considère comme étant le plus compliqué. Oui. C'est-à-dire déshabituer ou en tout cas proposer quelque chose de nouveau et essayer d'inciter à avoir des bonnes pratiques. Alors, je sens que le vent est en train de tourner, donc toute la conjoncture à l'international, on ne va pas aller dans le détail, mais commence à faire prendre conscience à tout le monde que ce serait bien qu'on assure la souveraineté de nos données. Ce serait bien aussi qu'on ne soit pas complètement largué dans la course à l'IA et dans pas mal de domaines technologiques. Et je sens que c'est en train de changer. Les consciences sont un peu en train de s'ouvrir autour de ça. Par contre, c'est encore très nouveau et il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que ce soit acquis. Ouais, parce que c'est vrai que de mon côté, je connaissais pas du tout en fait ce type de plateforme, tu sais. Et c'est vraiment parce que j'ai fait mes recherches sur des entreprises intéressantes à interviewer que je suis tombée sur ça. Sinon, je ne connaissais absolument pas. Vraiment, j'aurais jamais pensé. C'est pas étonnant parce qu'il y a que 3 projets de ce type-là à l'international. Ah oui, ok. 2 sont français. Ah d'accord, ok. Donc, et il y a un projet américain, mais ces 3 projets ont à peine 2 ans. Ils sont tous donc c'est vraiment tout nouveau, voilà, quoi. Exactement. Ouais, c'est vraiment post-Covid, quoi. Exactement. Ouais. Je pense que tous ont eu cette idée pendant le Covid et ont commencé à travailler sur ce type de solution pendant le Covid. Ouais. Ok. Et tu penses que par la suite, d'ici quelques années, mais je vois plus sur le long terme, en fait, on va être, sachant qu'il y a des entreprises qui le font aussi, mais on va être en full télétravail, qui va avoir une majeure partie des entreprises qui vont décider, d'utiliser des plateformes comme la tienne, par exemple, ou comment tu vois l'évolution du
télétravail, que ce soit dans les écoles, que ce soit parce qu'il y a beaucoup de formations aussi en 100% visio ou e-learning, tu sais. Comment tu vois un peu le futur de tout ça et même le futur finalement de MetaLearn? Alors, le MetaLearn, il y a beaucoup d'applications. Donc, il y a vraiment déjà la solution de secours en cas de problématique. Donc, bien sûr, on ne le souhaite pas, mais si on avait de nouveau une aventure, une malheureuse aventure du type Covid, l'idée c'était de proposer une solution qui permette de maintenir, mais ça intervient aussi au quotidien. En plus, on a un gros avantage, c'est qu'une fois qu'on a essayé cette solution-là, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler, à s'habituer un peu à cette solution-là, c'est dur de revenir en arrière. Donc on se rend compte qu'elle apporte vraiment une plus-value. Même nous, on ne saurait plus bosser sans. Et il n'y a pas qu'au final en distanciel, c'est-à-dire que même en présentiel, ça a des avantages. C'est-à-dire qu'on peut être en présentiel, être malgré tout dans son bureau virtuel, et ça va permettre des interactions et des échanges simplifiés autour du travail, même si on est en présentiel et que le collègue est à côté. Puisque du coup, on va diriger nos avatars, on va commencer à échanger des données, à travailler sur des fichiers, on va pouvoir avoir accès au flux de communication. Donc ça permet vraiment de mixer, d'avoir une sorte d'hybride entre le présentiel et le distanciel, et de lisser les différences justement entre le présentiel et le distanciel. C'est-à-dire qu'on se retrouve à travailler quasiment de la même façon dans un contexte ou dans l'autre. Ok, d'accord. Et du coup, tu penses que du coup, par la suite, ça restera quand même moitié-moitié, on va dire, ou vraiment le développement du télétravail? Je sais que beaucoup reviennent en arrière sur le télétravail. Ok. Ça, c'est pas... voilà, il y a différentes raisons à ça, je pense. Mais globalement, je ne pense pas qu'on passera sur du 100% télétravail. Je pense que la situation, elle est en train de se stabiliser. Certains vont faire machine arrière, d'autres vont accepter cette façon un peu hybride de travailler. Nous, on fait partie de cette mouvance. C'est-à-dire que même quand on prend, en tout cas de nos équipes, on leur demande aussi d'être en télétravail. Alors nous, c'est particulier, c'est qu'on travaille sur un système en distanciel, et donc il faut aussi tester le système, il faut aussi utiliser le système. Donc le télétravail chez nous, c'est 50% présentiel, 50% télétravail, mais c'est une nécessité quasiment pour améliorer le système et le rendre plus intuitif. Ok, ouais, je vois. Du coup, David, je sais pas, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Quelles sont les nouveautés qui vont arriver peut-être? L'actualité de MetaLearn, dis-moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter finalement? De la réussite, mais bon, surtout pour 2025, qu'on ne prenne pas de retard. Ouais. C'est un peu l'objectif. Là, on est vraiment en phase de pré-commercialisation, c'est-à-dire qu'on a déjà des clients, mais ce qu'on appelle des clients bêta-testeurs, donc des personnes qui acceptent que le produit ne soit pas encore parfait et qui sont ouverts justement à ce type de technologie et à nous aider à travailler dessus, à l'améliorer. Et normalement, on devrait attaquer une phase de commercialisation avant l'été, on va dire aux alentours de mai-juin. Et là, l'idée, c'est de ne pas prendre de retard, surtout. Donc, rester sur cette lignée. Sur cette roadmap et réussir à la tenir. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir, en tout cas, c'était super. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Pump Up. Si vous aussi, vous avez envie de partager votre parcours, parler de votre entreprise, etc., aborder certains sujets sociaux, n'hésitez pas à venir me contacter directement sur LinkedIn, donc Kenza Deboff. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.